à toutes et à tous à Las Vegas, aux États-Unis, pour le CES où on a pris l'habitude de redémarrer l'année dans multijoueur. Bonne année à tous et à toutes, en tout cas pour démarrer. Et on démarre cette émission spéciale jeux vidéo au CES avec le retour de l'ami Otaksu. On parlait d'habitude, clairement je deviens un habitué là. Tu es là tous les ans pour nous débriefer ce CES, journaliste sur ta chaîne YouTube Otaksu. Voilà. Et avec toi, on accueille un visage qu'on a l'habitude d'avoir dans multijoueur, mais pour la première fois dans le brouhaha du CES, Pierre Le Goupil, journaliste chez Presse Citron. Bonjour Melinda, comment ça va? Bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année, tous les deux, vous avez eu le temps d'arpenter les allées, d'aller dans les hôtels. Personne n'a de jambes, voilà. Personne n'a de jambes au bout beaucoup de 3 jours. Beaucoup de choses très intéressantes. Et voilà, il y a du jeu vidéo, Ouais. on ne cesse de le répéter, au CES. Il n'y a pas que de l'IA et que des produits, il y a beaucoup de choses. Et il y avait une star, qui est un peu notre star à nous aussi, du jeu vidéo. Pour ça, c'est Jensen Huang. On va attaquer directement sur le premier sujet, qui est un sujet assez majeur pour nous, la conférence Nvidia. On a eu plein de nouveautés pour le jeu vidéo, évidemment. Il y a beaucoup de choses pour l'IA, mais ça, c'est pas pour nous, pas que. Otaksu, qu'est-ce qu'on retient de cette conférence de Jensen Huang? Évidemment, l'intelligence artificielle et la robotique, pas du tout. Évidemment, on va retenir le DLSS 4.5, une mise à jour majeure de la technologie d'upscaling et de création de trames qui a connu une dernière version avec les RTX 50, où ils sont passés sur un modèle dit Transformer, donc une intelligence artificielle 2 fois plus performante que le CNN d'avant. Et là, c'est la version de « on a entendu vos critiques sur les petits trucs que vous avez soulignés, on a tout amélioré immédiatement, meilleur anti-aliasing, gestion des détails incroyable où il y a des particules qui reviennent dans l'image. » On voit plus de détails, c'est assez, assez bluffant. On redécouvre quelque part un peu les jeux quand on a pris l'habitude de voir une image DLSS avec le 4.5, ça s'améliore énormément. Et aussi, petite surprise, le HDR s'améliore aussi, puisque le DLSS s'applique maintenant à un niveau plus profond du jeu vidéo où il a accès à vraiment l'intégralité des données des lumières, là où la plupart des autres technologies se font après que tout le rendu a été fait. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. C'est disponible sur toutes les cartes RTX 20, 30, 40, 50. Maintenant, vu que c'est des calculs d'intelligence artificielle qui sont sur les nouvelles normes, les RTX 2030 prennent un petit peu cher. C'est celle-là qui commence. Alors, pour rappeler, les RTX 2030, elles ont quel âge à peu près aujourd'hui? Un petit 6-8 ans par là. Enfin, ça commence à tirer à la langue. Ouais, là. Pierre 2020, je crois. 2020, pour la série 3000. Donc 6 ans, un petit peu plus de 6 ans. Alors, Pierre, c'est à toi que va revenir cette question difficile. Pour tous les gens qui viennent de ne rien comprendre de ce que vient de dire Otaksu, comment tu expliquerais le DLSS? Alors le DLSS, c'est très simple. En fait, c'est tout un panel de fonctionnalités qui permettent d'augmenter le framerate sans tirer sur la puissance de la carte graphique. Donc en gros, vous pouvez avoir un jeu super beau et augmenter le nombre d'images par seconde, ce qui le rend beaucoup plus fluide. Pour expliquer de manière tout à fait simple. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y a l'upscaling, c'est-à-dire qu'on génère une image avec une définition qui est entre guillemets pas très élevé et on l'étend via l'intelligence artificielle et on comble un petit peu les trous. Il y a aussi la frame generation, c'est-à-dire qu'on simule des images entre deux images réelles, histoire d'augmenter encore une fois le nombre d'images par seconde. Ça veut dire qu'on peut avoir un jeu qui est ultra beau et qui, sans l'intelligence artificielle, qui taperait même pas les 30 FPS et qui maintenant atteint les 200 FPS. Pour expliquer très simplement, c'est ça. Alors, sachant que quand même il y a des différences où c'est important de le souligner, tout ce qui est upscaling du coup, donc de partir, imaginons de 1080p et faire une image en 4K en améliorant avec l'intelligence artificielle, ça te permet de tirer plus de performance parce que du coup, ça coûte moins cher à ta carte graphique de faire une image en 1080p. Après, tout ce qui est création de trame, donc la frame generation, ça améliore la fluidité de l'image, mais on n'a pas d'interactivité avec ces images. Donc, en termes de rendu et de ressenti, on n'aura pas une amélioration. Par contre, en termes de fluidité, et c'est là une des grandes nouveautés aussi cette année, c'est le Dynamic MFG, donc le Dynamic Multi-Frame Generation, où là, en fait, la technologie d'NVIDIA va s'adapter directement à ton écran. Si tu as un écran 240 Hz, il va du coup faire en sorte que quand tu en as besoin, il te rajoute des trames en intelligence artificielle pour atteindre les 240 et faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et si tu n'en as pas besoin dans une zone du jeu qui est très facile à rendre, il ne s'activera pas, tout simplement. Et ça, c'est dynamiquement en cours de jeu. Alors qu'avant, il fallait le faire de manière manuelle, il fallait aller dans les options du jeu et mettre x2, x3, x4 pour avoir le nombre d'images générées par la carte graphique. Là, c'est plus du tout le cas. Pierre, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour n'importe qui d'avoir une image de meilleure qualité sans avoir à bidouiller dans ses réglages? Avec les cartes graphiques NVIDIA, oui. Ah ben, NVIDIA. Voilà. À qui ça s'adresse? Qui va pouvoir profiter de ce DLSS 4.5 et surtout,
qui va profiter? Quels sont les jeux qui vont en profiter? On a déjà une première liste ou pas? Alors en termes de jeux, c'est assez simple parce que tous les jeux qui étaient compatibles avec le DLSS, tu peux activer le DLSS 4.5 en passant par l'appli Nvidia. Donc ça en fait depuis le DLSS 2.1 si je ne m'abuse on est capable de faire cette amélioration. Alors officiellement je crois que c'est plus de 400 jeux qui sont compatibles avec la technologie. Évidemment si les développeurs veulent mettre à jour leur jeu avec ça ils le peuvent. C'est pas particulièrement intéressant parce que c'est changer un tout petit fichier au final donc voilà, passons par l'appli, il n'y a pas de souci. Il faut bien par contre rappeler que pour ce qui est de la mise à l'échelle, l'upscaling, ça c'est pour toutes les RTX. Par contre le multiframe generation reste une exclusivité des RTX 50. Oui c'est ça, est-ce que tout le monde va pouvoir profiter? Donc tu l'as dit, les RTX 2030 ça va être compliqué. Tu peux l'utiliser mais tu perds énormément en performance. Parce que du coup, en fait, les calculs sont pas optimisés pour ces cartes-là, pour la partie d'intelligence artificielle de ces cartes-là. Par contre, les 4050 sont bien capables de faire ces calculs et donc du coup perdent très peu pour augmenter par intelligence artificielle le rendu. C'est automatique. Et le DLSS, ça signe vraiment une révolution pour le jeu vidéo. Il y a toute la concurrence aussi qui a son propre DLSS aujourd'hui. Et tous les développeurs de jeux qui font des jeux très gourmands utilisent cette technologie pour justement les rendre plus accessibles à un plus grand public possible. Donc il n'y a plus besoin d'avoir, par exemple, un PC de la NASA pour faire tourner le dernier gros jeu en date, même si ça existe encore dans une moindre mesure. Et alors, messieurs, aujourd'hui, si on veut une image d'excellente qualité, qu'on n'a pas de les RTX de dernière génération, est-ce qu'il y a d'autres solutions ailleurs? Écoute, j'ai envie de faire un petit big up pour une petite appli qui s'appelle Lossless Scaling qui est créée par un développeur indépendant qui est compatible avec absolument tout type de matériel, qui coûte un truc genre 5 ou 7 balles sur Steam et pour le coup ces solutions sont assez bonnes. Alors on n'atteint pas évidemment le niveau d'un Nvidia qui met une R&D folle dessus, mais si on n'a pas d'option, c'est un bon moyen de réoptimiser à nouveau un peu son setup en passant par cette philosophie moderne du rendu finalement. Chez Nvidia, est-ce qu'il y a autre chose à retenir de cette conférence? Hormis les gens comme moi qui sont très contents, vous êtes bien moqués de moi en dehors de l'émission, parce que ceux qui jouent GeForce Now vont pouvoir le faire sur Linux. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens contents. Appli native. Otaxu est le premier native content. Linux, oui. Et sur les clés HDMI Amazon Fire TV, qui sont les gens en vadrouille comme moi. On a trouvé la seule française sur les serveurs américains de Fire TV, c'est magnifique. Qui pouvait déjà jouer au Xbox Game Pass avec et qui est très contente sur les Fire TV de dernière génération. Est-ce qu'il y a autre chose à retenir de cette conférence Otaxu? Écoute, la conférence en elle-même, non, parce que pour le coup, le reste est très B2B. Moi qui suis plus gamer et B2C, voilà, il n'y a pas de truc. Après, c'est vrai que j'ai revu Pragmata en version full ray tracing. Ah ça c'est le jeu de l'année, je suis désolé. On en a déjà parlé de ce jeu Pragmata qui va arriver au mois d'avril. Coup de cœur absolu pour moi. Qu'on attend depuis des années et qui sera extrêmement beau. Tu retiens autre chose Pierre ou pas? Pour moi c'est bon. C'était bon pour toi? On a parlé d'un retour, et là je m'adresse à Otaxu, parce que c'est lui le spécialiste, le retour d'Intel. Alors Intel sur le gaming, on avait un peu perdu de vue Intel. Ils sont arrivés quand même en force cette année avec des annonces au CES. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas entendus. En énorme force, puisqu'en vérité, ça fait quand même quelques années que... Alors, Intel reste évidemment un grand nom et ne sera jamais abandonné, mais se prenait des petites claques derrière la tête tout de même depuis quelques années maintenant. Il a eu du mal en fait à suivre le taux de fabrication, les baisses des finesses de gravure, etc. Ils avaient du mal à descendre en nanomètres quand on était à 3. Ils sont restés très longtemps au-dessus des 10. Et ça descend doucement. Ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier, il faut le dire. Maintenant, voilà, ils ont pris la claque et là, ils reviennent en force avec le Intel 18A, qui est leur dernière finesse de gravure, qui est vraiment extrêmement compétitive, mais surtout les Intel Panther Lake, donc la nouvelle génération de SoC, donc de puces intégrées aux ordinateurs ultra portables principalement, mais pas que. Et donc les générations Core Ultra 300, comme vous les retrouverez sur le marché. Et alors là, c'est assez simple sur la partie processeur assez classique. Il y a une évolution, mais c'est plus une remise à niveau quelque part. Par contre, sur la partie graphique, mettre une claque à absolument tout le monde. C'est la partie qui t'a le plus bluffé, ça. Ah là, pour le coup, là, je sors, en termes de timing, je sors de toute une session de benchmarking où j'ai pu retourner la carte. Alors, il faut voir qu'en termes de statistiques, on est à plus 67% de performance par rapport à la génération précédente qui était déjà très bonne. On est à plus 73% par rapport aux concurrents directs chez AMD, alors que c'est eux qui avaient la couronne à la base. Et on est à plus 10% par rapport à une RTX 4050
de laptop. Ah oui. Autant te dire que ça, on n'avait pas prévu de l'intégrer dans une petite puce toute seule. Et pour donner juste un petit point, là du coup j'ai fait mes mesures sans création de trame. Cyberpunk 77 monte à 87 FPS lorsqu'il est en high 1080p sur ces machines-là. Et ce, que tu sois branché ou non. Ah oui. Ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant de brancher ou non. On a commencé à voir beaucoup de PC sous ces Intercol Ultra. Comment ils disent génération Ultra 300. 300, voilà c'est ça. Chez Acer, on en a vu beaucoup qui commencent à arriver. Il y en a partout. Toi, tu recommandes, tu sens que ça va être à recommander. Aujourd'hui. C'est un peu la tristesse du truc, c'est que Intel remonte sur, honnêtement là de ce qu'on voit, on est à peu près certain que ça va reprendre la palme très vite. L'année où plus personne ne peut s'acheter de trucs parce que c'est la crise de la RAM. Donc ça va être compliqué. C'est un peu triste. Ça va être compliqué pour beaucoup de fabricants. Absolument tout le monde. Tout le monde est un peu sur les nerfs avec cette histoire de RAM qui va coûter très très cher. Jensen Huang en a parlé et il sait bien de quoi il parle parce qu'il a dit qu'il en avait pris. Et on le sent en fait même dans les produits présentés. En fait, on sent qu'il n'y a pas de grosses nouveautés, même chez les constructeurs de PC qui sont assez prudents. On sent presque que c'est une année sacrifiée 2026 à cause de ces soucis de RAM. Donc ça va être une année très compliquée. Et ceux qui l'osent, il y a 500 € de plus sur les prix qu'on avait constaté l'année d'avant. Donc waouh. Il va falloir attendre un petit peu pour savoir comment on s'équipe. On a vu ici chez tous les fabricants qui étaient présents que la question de la RAM et des configurations, c'est un sujet. Il y a beaucoup de prix qu'on n'avait pas parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont mettre comme quantité de RAM. Je pense que la période où tout le monde s'enflammait à vouloir mettre beaucoup de RAM, ça va pas être pour tout de suite. Messieurs, on n'a pas été déçus avec les prix. Hein. C'est vrai avec les prix. Eh bien justement, en parlant de ça, on va vous parler de nos coups de cœur, des produits qu'on a aperçus sur le salon. Bon, eh bien j'en ai un devant moi. C'est le Asus ROG Flow Z13. Alors on a déjà parlé de celui-ci, mais celui-ci, il est fait avec Kojima Productions, la société d'Hideo Kojima, et il est aux couleurs de Death Stranding. Alors Death Stranding 1, parce qu'évidemment c'est le seul qui est disponible sur PC pour le moment. Tout à fait. Et c'est donc pour ça qu'ils ont fait cette tablette qui est assez magnifique, on va pas se mentir. Elle est très très jolie. Elle est incroyable, mais comme tu disais, c'est aux couleurs de Death Stranding 1, mais c'est dommage de ne pas avoir fait coup sur coup avec une annonce de Death Stranding 2 sur PC. Alors c'est vrai que le jeu vient de sortir il y a 6 mois sur PS5, mais je trouve ça un peu tôt. Après le produit est sympa, c'est rigolo, il est magnifique, on va pas se mentir. C'est extrêmement puissant. Voilà, il y a pas que le PC. Non, il y a une mallette. Il y a une mallette de transport pour rappeler celle justement du jeu. Il y a un très beau casque que nous montre Otaksu qui est aux couleurs de cette tablette. Alors c'est marrant parce qu'il y a partout, il y a marqué for Ludens Who Dare. Et c'est un croisement des deux slogans. Donc pour ceux qui osent, l'Asus, et pour le fameux Ludens, c'est ce personnage assez emblématique qu'on voit chez Kojima Productions. Alors c'est un très très beau produit. Mais c'est une association étonnante surtout. C'est une association très étonnante surtout. Et puis on sent aussi que Asus le met en avant parce que derrière, justement, à cause de tous ces soucis de production, tous ces soucis de RAM, oui, il y a des produits qui sont annoncés, mais il n'y a rien de très très sexy en fait. Alors celui-là, il est sexy, mais il a quand même une de l'autre, Otaksu. Je trouve pas la collaboration étonnante parce que justement le directeur artistique de Kojima, Yoji Shinkawa, est vraiment dans ses lignes de design qu'a aussi Asus. Donc elle est hyper pertinente en termes de design industriel et elle coûte plus de 4000 balles. Et voilà, donc 4100 € pour tout, parce qu'il y a les accessoires avec, il y a une souris, il y a un tapis de souris qui est magnifique. Qui est magnifique pour le coup. Et en effet, on reconnaît complètement la patte Shinkawa. C'est lui qui a fait tout le design de cet appareil, qui est malgré tout aussi, il faut quand même le dire, une tablette très puissante pour jouer et un excellent produit. Absolument génial, vraiment. Mais il est vrai que quand vous passerez à la caisse, ça fait un petit peu mal. Vous pourrez vous payer le tapis de souris. Exactement, les accessoires sont plutôt abordables. Il y a eu un autre produit qu'on a vu chez Asus dans la catégorie ROG, justement, c'est le Zephyrus Duo. Pierre, tu voulais nous en parler? Oui, c'est un gros PC gamer avec une RTX 5090, donc le top du top. Sauf que la particularité, c'est qu'il a 2 écrans OLED de 16 pouces qui se referment sur eux-mêmes avec un clavier détachable qui fonctionne en Bluetooth.
Et en gros, ça te permet d'avoir 2 écrans sur ton PC gamer portable. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, c'est un concept qui existait déjà sur les ZenBook. C'était le ZenBook Duo qui existe depuis des années, qui a été remodelé, qui sort aussi d'ailleurs, ils ont présenté une nouvelle version. Et là, elle arrive sur les gamers, donc on imagine plein d'usages, donc étendre le jeu, ou alors jouer sur un écran, mettre d'autres infos sur d'autres, ou alors même jouer à 2. On le met en mode tente et on peut jouer à 2 sur un jeu coopératif. Il y a plein d'usages, mais c'est un produit plus de vitrine pour montrer. Asus veut montrer ce qu'il sait faire, parce que c'est un produit qui va coûter quand même 5 000 €. Ouais. Voilà, on parlait des prix, ça fait très mal. On a des produits avec des prix relativement normaux derrière. C'est le CES 2026, on verra dans 2 ans, globalement. Ça te tente, toi, Taxou, un PC avec 2 écrans pour jouer? Est-ce que tu vois un intérêt ou pas du tout? Je vois tout à fait l'intérêt, pour être honnête, mais sur une tranche d'utilisateurs qui est extrêmement réduite. Je pense naturellement, c'est bête à dire, mais les streamers. Parce que pour le coup, quand tu es streamer sur Internet et en mobilité, c'est extrêmement compliqué de déplacer ton setup, particulièrement parce que la plupart des streamers ont besoin d'un double écran en fait pour voir le chat en plus de voir le jeu. Là, du coup, ça t'optimise un petit peu ça. Je pense aussi qu'en termes de conception graphique, ça va être hyper intéressant d'avoir ton modèle, ton logiciel, etc. Et pour cette tranche, j'ai envie de dire, 5 000 € finalement, c'est relativement, j'ai pas envie de dire accessible, mais c'est pas choquant qu'une entreprise dépense 5 000 € pour un truc qui peut accélérer la manière de concevoir. Et c'est aussi un retour quand même d'une gamme qui était étonnante chez Asus il y a quelques années, où on avait effectivement le double écran, mais qui était un peu mal fichu parce qu'on avait un écran. On avait un tout petit écran en bas, on avait une énorme barre. Là, c'est vrai que notamment on avait une barre chocolatée, quoi. Sur le ZenBook Duo, ils ont extrêmement affiné la séparation entre les 2 écrans, ce qui fait que quand vous l'utilisez en mode plein ou en mode livre, alors ce qu'on appelle livre, c'est vraiment comme il y a un pied au dos, vous pouvez le mettre droit. C'est beaucoup plus agréable. Il y a moins cette coupure qu'on a connue. Et surtout, là où on a l'impression qu'ils ont fait une énorme avancée, c'est sur l'autonomie. Parce qu'il est un peu plus fin, il est plus autonome. Franchement, les premiers modèles, c'était quand même un petit peu compliqué. Mais s'il y a bien un truc sur lesquels les puces PC avancent, c'est pas forcément les performances brutes. Par contre, l'autonomie. Oui, chaque année, on a des vraies évolutions, quoi. Et si ça ne vous suffit pas à 2 écrans, que vous ne trouvez pas ça assez grand, eh bien Pierre a une solution pour vous. J'ai vu un PC incroyable, un PC qui ne sera malheureusement pas commercialisé parce que c'est un concept, il vient de Lenovo, c'est le Legion Pro Rollable. Donc en gros, tu ouvres ton PC, tu as un écran 16/9 classique OLED, tu appuies sur un bouton, l'écran se déroule et en fait tu as... C'est beau en plus, c'est très beau. En quelques secondes, tu passes sur un écran 21/9 et si ça ne te suffit pas, tu peux passer sur un écran 32/9. Et ça, c'est incroyable. Moi qui joue sur un écran 21/9 et qui est incapable de jouer sur un écran 16/9 aujourd'hui, ça te séduit. C'est génial. J'ai envie d'avoir ce PC portable-là, de te remballer, d'y jouer dessus. Après, malheureusement, Lenovo, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup de l'écran enroulable présenté qui finalement ne sortira jamais. Mais là, ils ont un autre PC. Alors, ils commencent à les sortir, mais en pro. Ils les sortent dans la gamme ThinkPad. Ou ThinkBook et tout, et en fait ils adorent les écrans. Il y en a un qui se déplie, qui se déroule, qui s'agrandit à la verticale, qu'on avait déjà vu l'année dernière. Surtout, il a un retour, donc il se déroule à la verticale, mais il a un retour qui permet d'afficher une petite fenêtre à l'arrière. Un peu comme des widgets de smartphone derrière. C'est assez rigolo. C'est rigolo, c'est techniquement une vraie prouesse. Après, ça reste très cher. C'est un produit vitrine. Encore une fois, c'est là pour montrer ce qu'ils savent faire. Mais bon. Sinon, pour ceux qui n'ont pas 5 000 €, qui n'ont pas 4 000 €, qui n'ont pas de budget et qui sont un peu nostalgiques du jeu vidéo, il y a à côté de toi, Pierre, cette console qui est une console Atari qui nous rappelle quand même les jeux de notre jeunesse, on est d'accord? Oui, c'est vraiment une console de vieux, on va pas se mentir. Ou alors pour ceux ou alors pour les jeunes qui aiment le rétro gaming. Donc c'est une console, il y a combien? Plus de 250 jeux? Il y a plus de 200 jeux dedans. Alors c'est une console Atari qui reprend des jeux Atari emblématiques des consoles type 2600 ou des choses comme ça. Il y a quand même Pac-Man. Donc ça c'est pour moi, ça me plaît toujours quand il y a Pac-Man. Une console Atari sans Pac-Man, ça n'existe pas, quoi. Normalement c'est pas la même famille, hein. C'est juste qu'ils ont fait leurs 45 ans ensemble il y a pas longtemps et on rappelle Atari, c'était la première console non borne arcade sur laquelle Pac-Man était venu jouer. Cette console, elle est très rigolote. Alors elle est assez massive, pour ceux qui nous écoutent. Elle est la taille d'une Switch 2. Oui, c'est ça, c'est un écran 8 pouces. Mais sans poignée écran 8 pouces. 8 pouces, sans poignée qui se détache. En revanche, vous avez la molette à l'ancienne, ça j'adore. Vous avez la croix directionnelle et le trackball. Ça c'est tellement drôle pour les jeux. Plein de petites bouboules. Les boutons rétro-éclairés. Alors moi j'aime bien l'idée des boutons. Selon le jeu, évidemment vous n'avez jamais besoin de tous les boutons. Les boutons vont se rétro-éclairer en fonction de ceux dont vous avez besoin.
C'est une belle adaptabilité par rapport à ce qu'ils offrent en fait. Justement, trouver des trucs un peu exotiques. Mais toi qui es un spécialiste du rétro gaming. Ouais. Alors ça te parle un peu plus, toi. Alors c'est pas ton rétro gaming à toi tout à fait. Alors je vais pas te mentir, j'ai non pas de l'admiration, j'ai du respect pour les créateurs de ce genre de produits. Maintenant, c'est important, c'est difficile en 2026 de se dire je vais aller sur ça plutôt qu'une console sous Android qui peut tout faire. Attention, sachant qu'il y a une autre version avec le catalogue des jeux Capcom et des jeux Bandai Namco, donc on a du Street Fighter. Mais voilà, il fallait dire Capcom, c'est voilà, bon, j'y suis. Voilà. Atari, c'est pour nous, Pierre. Voilà, oui, c'est vrai. Et ça, cette version-là, je suis passé sur le stand tout à l'heure et on m'a affirmé que ça sortirait dans le courant de l'année en France à un prix tout à fait abordable. Celle-là est à 180 €, elle est déjà disponible. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse brancher aussi les manettes un peu rétro à l'arrière. Il y a 2 ports USB. Sachant qu'il y a plusieurs aussi, il y a plusieurs formats. Il y aura un format de console de salon, c'est-à-dire que ça sera la même console. Celle-là, il y a une prise, il y a une prise HDMI. Alors, on l'a pas dit, mais il y a un petit trépied derrière pour la tenir droite. En plus, vous pouvez la brancher en HDMI sur votre télé. Voilà, moi je suis toujours très rétro. Ça me rappelle les jeux de mon enfance. Donc j'aime bien. Écoutez, j'aime bien moi. Ça micro et il y a un port micro SD, j'ai oublié de dire. Oui, tout à fait. Pour mettre des jeux, les jeux que vous voulez ou les jeux comme Otaxu. Voilà. Je ne dis rien, je ne dis pas plus. Et une prise casse pour jouer. Toi, tu voulais nous parler. On va finir un petit produit chacun. Pierre, sur ton casque Razer Motoko. Qu'est-ce donc? Le casque Razer Motoko, c'est un casque qui a été présenté par Razer. C'est un produit concept. En gros, Razer s'est dit les lunettes connectées sont à la mode. Tous les constructeurs sont en train d'en faire. Nous, on va faire pareil, sauf qu'on va pas faire des lunettes. On va faire un casque qui fonctionne exactement de la même façon. Tu sais que ça se met pas au même endroit. Ça se met pas au même endroit, mais Razer m'a expliqué que c'était plus socialement acceptable d'avoir un casque connecté plutôt que des lunettes connectées. Donc on a pareil les deux petites caméras sur les côtés. Voilà, comme ça tu caches beaucoup plus facilement les petites caméras. C'est ça. Personne te cassera la gueule. On a l'IA intégré, surtout toujours avec l'aspect gamer. Évidemment, c'est Razer. Donc ça veut dire que, alors oui, on peut lui poser des questions en temps réel, que ce soit à Gemini, que ce soit à Grok, que ce soit à ChatGPT. Mais si vous êtes coincé dans un jeu, l'IA peut vous aider à avancer dans le jeu. Ça, à mon avis, ce sera un grand chantier de 2026. L'IA qui vient vous aider dans les jeux. On sait que Ubisoft le fait, Microsoft le fait énormément. Jouez mieux. Mais après, moi, je dis ça. Et Razer a aussi annoncé le projet Ava, qui est un petit assistant. C'est un petit. C'est très gadget quand même. C'est un hologramme qui se met à côté de votre PC, qui est capable de vous filmer pour interagir avec vous, mais aussi de regarder l'écran de votre PC et vous dire tu joues pas très bien quand même, alors je vais t'aider. Mais l'aide dans les. À mon avis, ce sera vraiment un gros chantier 2026. L'aide dans les jeux, en effet, comme tu dis, on peut jouer mieux, mais le mode facile, c'est mal, je te rappelle. Je pense que les 2 prochaines générations de consoles auront un assistant IA pour t'aider en jeu non-stop. La PS5 en a déjà un, c'est pas propulsé par IA, mais déjà on a les premiers pas. Les guides et des trucs comme ça, là, je pense que c'est la prochaine étape, tout bêtement. Et moi, je vais finir sur un produit que j'aime beaucoup. Là, je m'adresse à tous ceux qui ont une Nintendo Switch 2. C'est l'ami Otaku qui est à côté de lui. Eh bien, cette case, alors c'est un Gaming Case Pro. Pour vous le décrire, c'est vraiment pour transporter et protéger sa console, mais à l'intérieur, il y a un système de charge. Et il y a un dock en fait dans lequel vous allez plugger votre console. Ce petit dock se recharge et si vous le sortez, en fait, il va recharger sans fil votre console. Donc vous pouvez le mettre et ça fait un trépied pour poser la console. Ça veut dire qu'on peut jouer plus de 2 heures d'affilée. Tu peux, largement plus. C'est Belkin parce que toute cette base que vous voyez là, en fait, c'est une batterie portable. C'est une batterie portable, exactement. Et vous pouvez le sortir, vous pouvez charger tout en le laissant dans la boîte. Vous pouvez laisser le trépied. Ça embarque, je crois, une douzaine de jeux. Il y a des supports pour mettre vos petites cartouches. Pour ceux qui ne sont pas passés au full dématérialisé. Et alors, il y a un petit truc que j'aime beaucoup. Il va avoir du mal à vous le montrer, mais moi, je vais vous le décrire. Dedans, il y a un petit socle, il y a une petite pochette pour mettre son AirTag ou autre pour protéger votre console et éviter de vous la faire piquer ou au moins la tracer. Si quelqu'un s'est barré avec votre Switch 2, ça peut être pratique. Ça, c'est malin, ça. Mais voilà, non, c'est Belkin qui fait ce case-là. Ça arrivera dans le courant de l'année, c'est pas encore disponible. On a pu le voir et vous le montrer en avant-première. Eh bien, ce sera autour des 80 €. Et ce que je trouve extrêmement raisonnable. Il y a batterie portable plus la pochette de rangement. C'est les prix en pour fait. les câbles. Et franchement, elle est très très bien. Elle est hyper renforcée. 3 couleurs, il y aura du vert, du sable, donc ça c'est couleur un peu sable, et du blanc. Moi je la trouve, moi j'aime beaucoup. Dès qu'elle est disponible en France, c'est très bon concept et c'est validé de fou en vrai. À ce prix-là. Puis Belkin on connaît. C'est une valeur totalement sûre. Mais messieurs, nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission. Otaxu, en un mot, ce CES pour toi en gaming. En gaming,
étonnant. T'es un peu frustré de certains trucs, j'ai l'impression. Non, mais si tu veux, moi, c'est le CES qui suis très dans la technique. C'est le CES on a trouvé plein de trucs, mais on n'a pas la RAM. Ça va coûter beaucoup trop de pognon, donc la plupart des gens ne vont pas y goûter. Et c'est un petit peu, ça me rend triste. Tu vois, genre les Panther Lake qui ont l'air d'être phénoménaux. Qui va avoir un Panther Lake en 2026 ? Personne. Ceux qui auront de la RAM. Ouais, voilà, c'est ça, ceux qui ont de la RAM. L'euphémisme. Pierre, toi, ce CES, il te dit quoi ? Expérimental. Justement, comme il y a des problèmes de RAM, comme ils savent que ça va être très compliqué cette année, ils tentent des trucs, ils essayent de faire le buzz avec des produits qui ne sortiront pas forcément. Et donc on a des trucs rigolos, mais bon, est-ce qu'on pourra les avoir ? Ça, j'en suis pas sûr. Mais c'est pour ça. Alors c'est vrai que je trouve que sur les produits, on a vu beaucoup de PC, mais avec une incertitude absolument énorme qui règne dessus. Messieurs, eh bien, merci beaucoup d'être venus me tenir compagnie pour cette émission de rentrée au CES. Otaxu, on te retrouve sur ta chaîne YouTube. Tout à fait, youtube.com/Otaxu, OTAXOU, où ça va être dans la nerderie la plus absolue, parce que là on va aller profond sur toutes les puces. Là. On compte sur toi pour tous les tests. Pierre, à lire aussi sur Presse Citron. Sur Presse Citron, à regarder aussi sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Voilà, et vous avez encore jusqu'à la fin du CES pour suivre les vidéos et les écrits et de tous ces mondes. Aussi sur Tech & Co. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là pour cette rentrée. Vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, sur YouTube aussi et en podcast. Et la semaine prochaine, on se retrouve en plateau pour reprendre l'année 2026 comme elle se doit. Et il y a des jeux qui arrivent très, très, très vite. Bonne soirée à tous et à très bientôt.